On va parler plus spécifiquement du Québec. Tu écris dans ton article « Les médias québécois publient régulièrement les textes d'auteurs de l'IEDM sur les enjeux climatiques et autres, sans jamais informer le lecteur des relations et des instituts avec les puissants groupes d'intérêt. » On va parler plus spécifiquement de Yuri Chassin, qui a été au cœur de l'IEDM et qui est maintenant député de la CAQ. Chassin a quand même un certain impact en politique maintenant, et on sait que l'IEDM a influencé les médias, il continue d'influencer les médias. Qu'est-ce que tu perçois à travers cette dynamique-là? Premièrement, je pense que j'ai eu un petit impact. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. L'année dernière, quand le GIEC a publié son fameux rapport montrant que la situation est grave, c'est la première fois que le GIEC était aussi alarmiste, puis montrant qu'il fallait réduire les émissions de GES de 45 % d'ici 2030 si on veut respecter le seuil de 1,5 degré Celsius de réchauffement. J'ai publié un article sur Yuri Chassin. Il faut se souvenir qu'à l'automne 2008, on sortait d'un été caniculaire au Québec où il y avait eu une centaine de morts tués par la chaleur à Montréal. Et Yuri Chassin était présenté, c'était la campagne électorale, était présenté comme un des candidats vedettes de la CAQ. Alors, je suis allé regarder ses écrits, ce qu'il écrivait avec quelqu'un qui est toujours à l'Institut économique de Montréal, qui s'appelle Germain Belzile, qui est professeur au HEC. Et c'était toujours le même discours. Essentiellement, ça se résume, c'est pas urgent de sortir du pétrole. Et ils ont publié des études montrant comme quoi c'était vraiment aberrant que de taxer plus le pétrole pour financer les énergies vertes, par exemple. Alors, ce discours-là, il l'a répété. J'ai donné énormément d'exemples de ça. Alors que le rapport du GIEC venait de sortir, Yuri Chassin avait l'air un peu embêté par ces révélations que j'ai publiées dans Ricochet et qui ont eu un certain impact parce que Paul Arcand, par exemple, m'a invité à donner une entrevue sur mon enquête, sur ces ondes et aussi à Radio-Canada. Puis bon, c'est un article qui a beaucoup circulé. Finalement, Yuri Chassin n'a pas été nommé au Conseil des ministres, mais on sait qu'il est encore très influent au sein du gouvernement. On l'a vu prendre des positions complètement à contre-courant, par exemple, dans l'étude sur l'avenir des médias en commission parlementaire. Il était un des rares à laisser entendre que l'État ne doit pas soutenir les médias. Alors, il a cette vision extrêmement néolibérale extrême, si on peut dire. Et oui, je crois qu'il est toujours influent, bien qu'un peu plus discret qu'il l'était il y a un an, mais je pense qu'il est toujours influent au sein du gouvernement. Toujours en lien avec les médias, bien sûr. Tu écris un autre aspect du contre-discours climato-sceptique 2.0, oui, le climat se réchauffe, bien sûr. Il faut faire quelque chose, mais seulement des petites choses. Rien qui ne bouleverse le statu quo. Ne nous pressons pas, comme tu mentionnes. Pas besoin de forte action gouvernementale. Le libre marché va tout régler. Ce qui percole beaucoup actuellement dans les médias. Alors, que se passe-t-il avec ces économistes? Ne voient-ils pas les rapports des scientifiques qui ont tous été vérifiés par leurs pairs? Sont-ils à ce point aveuglés par une idéologie économique qui, en plus de s'enraciner dans nos grands médias, contribue à l'inertie qui nous entraîne vers des catastrophes en cascade? Tout à fait. C'est intéressant, par exemple, je cite longuement Germain Belzile, qui est professeur au HEC, et qui est attaché, chercheur à l'Institut économique de Montréal. Et ces gens-là essaient de se montrer pro-environnement. Alors, il faut recycler ses déchets, oui, le plastique, il faut mettre ça dans les boîtes de recyclage de plastique, il faut faire attention à ce qu'on fait dans notre mode de vie. Mais finalement, c'est toutes des petites choses et qui nous distrait de la grande chose, qui est le réchauffement du climat, qui nous distrait de la grande action qu'il faut mener, c'est-à-dire attaquer l'industrie pétrolière, la dénoncer comme étant une industrie criminelle qui doit être poursuivie. Et je pense que maintenant, ils sont en train de voir qu'ils vont finir par être poursuivis de la même façon que l'industrie du tabac, comme une industrie criminelle qui va être tenue responsable de la mort de millions, sinon de centaines de millions de personnes. Alors, c'est exactement comme l'industrie du tabac. On voit que l'industrie pétrolière s'adapte petit à petit. Ils vont eux-mêmes prendre un petit peu un discours environnemental, mais toujours dans l'espoir qu'on ne les touche pas eux autres. Alors, de façon systématique, quand on analyse les discours de Germain Belzile, parce que la presse a publié nombre de ses chroniques depuis un an, c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surtaxer le pétrole. Les gens ne veulent pas que le prix de l'essence augmente. Il ne faut pas subventionner les énergies vertes. Et surtout,
le marché va s'occuper de tout régler et surtout les nouvelles technologies vont arriver et puis vont nous sauver. Alors, pas besoin d'agir maintenant parce que ces technologies-là, un jour, vont nous sauver de la crise climatique. Et ce discours-là est répété et est très fort. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il est tellement fort, même si c'est juste des opinions publiées par-ci, par-là dans les médias, qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à ces idées-là. Il y a énormément de Québécois, de Canadiens, d'êtres humains qui croient à ça. En fait, parce que c'est rassurant de penser à ça. Parce que sinon, on est un peu anxieux. Là. Sinon, c'est comme assez capotant de voir qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, naturellement, on est porté à essayer de diminuer la gravité de la crise. Alors, si en plus, il y a des gens qui se présentent comme des grands professeurs d'université appartenant à des grands instituts qui nous disent « c'est pas grave », et puis ne vous en faites pas trop, parce que c'est ça qui est le message, ne vous en faites pas, calmez-vous, soyez optimistes, bien, je veux dire, ça nous conforte dans cette propension vers l'inertie, et c'est le but, c'est le but. En fait, le but, c'est de démobiliser les gens, que les gens ne se mobilisent pas pour le climat. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'on dirait que les journalistes n'arrivent pas à trouver une façon, un peu comme dans d'autres dossiers où ce que tu contre-vérifies tes sources, et là, tu fais des enquêtes et que tu te rends compte que ce discours-là est fallacieux, probablement, ou en tout cas, ça tient d'un discours idéologique, n'arrive pas à mettre le doigt sur la façon d'interpréter ces discours-là. On dirait qu'il y a comme une forme d'incompétence face au traitement. Bien, il y a une espèce de paresse, en tout cas, à ne pas aller voir, effectivement, qu'est-ce que c'est ces instituts-là. Qui sont ces gens-là? Et je dirais qu'au niveau des directions des médias, il y a probablement aussi une forme de protection. J'ai été étonné quand l'article que j'ai publié dans Ricochet, je l'avais d'abord offert au Huffington Post, et qui ont refusé de le prendre parce qu'ils avaient peur du libelle, alors qu'il n'y a absolument rien de libelleux. Pour que ce soit libelleux, il faut que ce soit faux. Ce que j'ai écrit vient de sources officielles, alors je dirais, il n'y a rien de faux là-dedans. Mais craignent un peu d'attaquer ces gens-là. Mais effectivement, quand on les attaque, ça demande un certain courage parce qu'ils sont extrêmement puissants. Et je peux donner un exemple. Il y a plusieurs années, quand j'étais à la presse, ça ne concerne pas le climat, mais ça concerne justement le palmarès des écoles. Et puis, il y a un chercheur de Statistique Canada qui m'appelle, puis qui me dit vous étiez au congrès de l'ACFAS, mais vous n'avez pas vu la conférence que j'ai donnée. J'ai donné une conférence pour montrer que le palmarès des écoles, que c'était de la bouillie pour les chats. J'écris cet article-là. La direction de l'actualité était furieuse contre moi, menaçait quasiment la presse de poursuites. Et j'ai remarqué que l'Institut économique de Montréal avait le bras long en tabarouette parce qu'ils ont convaincu Statistique Canada de venir contredire son propre chercheur. Fait que c'est des gens extrêmement puissants. C'est intéressant de regarder le conseil d'administration de l'Institut économique de Montréal. Il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle Stéphane Castier, je crois, c'est ça, qui est sur le conseil d'administration de TC Energy, TransCanada Pipelines. C'est des gens extrêmement puissants. Alors, ça demande un certain courage de s'attaquer à ces gens-là. Beaucoup de journalistes n'ont pas le goût d'avoir du trouble. Moi, j'ai subi énormément de procès comme journaliste. À un moment donné, le stress est énorme. En fait, c'est la principale raison, à un moment donné, pourquoi j'ai quitté la presse. J'en pouvais plus de ça. Là. Donc, il y a une espèce de laisser-aller de ce côté-là, de ne pas trop s'en prendre aux gens riches et puissants et qui ont beaucoup d'influence. Plus aussi l'idéologie de toujours donner les deux côtés. Mais le problème, on n'est pas dans un conflit syndical patronal ici sur la question du climat. Je veux dire, il y a d'un côté les études scientifiques qui disent quelque chose. Au sein des scientifiques, il y a des débats, mais je veux dire, de façon quasi unanime, ils reconnaissent que le réchauffement du climat est grave. Et de l'autre côté, il y a la négation des études qui n'est absolument pas scientifique. Ce n'est pas deux versions. Il y a une forme de vérité de l'autre côté et du mensonge de l'autre côté. Alors, on ne va pas donner la même crédibilité aux paroles de ces deux groupes-là, si on peut dire. Mais il y a une habitude tellement ancrée dans les médias de vouloir donner la parole à tous les points de vue, mais ce n'est pas deux points de vue. Et d'ailleurs, le Guardian, maintenant, a pris les devants, le grand journal britannique, mais qui est aussi beaucoup diffusé aux États-Unis.
Et puis, eux ont décidé de donner la priorité absolue à la question du climat. Ouais. Et ils ne publient pas ce genre de niaiserie-là, niant la gravité du climat. Le New York Times ne le fait pas non plus, d'ailleurs. Les fameux 500 scientifiques que les climato-sceptiques mentionnent régulièrement, dont Maxime Bernier lors de la dernière campagne électorale, c'est qui ces gens-là? C'est intéressant parce que justement, Nathalie El-Grabi-Lévy a fait une chronique très récemment, à la fin d'octobre, sur le fait que ces scientifiques-là, entre guillemets, niaient la gravité du réchauffement du climat. Et puis, elle critiquait, Mme El-Grabi-Lévy, le fait que les médias, selon elle, donnent beaucoup trop d'importance aux scientifiques du GIEC, de l'ONU, parce que l'ONU, semble-t-il, c'est une espèce de complot mondial, là, et ne donnait pas la parole à ces 500 personnes, quelque chose comme ça, là, de quelques centaines de personnes. Premièrement, une bonne partie d'entre eux ne sont pas des scientifiques, mais il y a eu une très bonne analyse faite par un journaliste qui s'appelle Pascal Lapointe dans l'agence Science Presse. Malheureusement, ça n'a pas été beaucoup repris dans les médias, même si les médias reçoivent l'agence Science Presse. Puis il dit qu'il y a toute une différence entre les scientifiques du GIEC. Par exemple, quand on regarde le dernier rapport du GIEC, c'est basé sur 6000 études scientifiques. Ces 6000 études scientifiques ont été publiées dans des journaux scientifiques et toutes les études ont été revues par des pairs. Alors, autrement dit, c'est des informations qui sont vérifiées, contre-vérifiées et éventuellement, si elles sont niées, mais elles disparaissent. Et donc, il y a un processus scientifique très rigoureux d'un côté et de l'autre, ces scientifiques-là ne sont pas des études scientifiques, ce ne sont pas des gens qui ont publié des études, ce sont des gens qui ont des opinions. Alors, c'est très différent entre une opinion et un fait. Et c'est la confusion qui est entretenue, notamment par Mme El-Grabi-Lévy ou par Maxime Bernier ou par toutes ces personnes-là qui se réfèrent toujours à ces gens-là. Parmi eux, il y a quelques scientifiques, mais je mets au défi ces scientifiques-là de publier dans des revues scientifiques sérieuses, qui sont revus par des pairs, des articles niant la gravité du réchauffement du climat. Le scientifique qui va réussir à faire ça, il va gagner le prix Nobel. C'est de la pure foutaise, là. Alors, c'est des opinions qu'ils ont pour des raisons idéologiques, mais ce n'est pas une démarche scientifique.